C'est la vitrine du monde agricole français. Bonjour, très heureuse de vous retrouver ici, dans les allées du Salon de l'Agriculture édition 2019 qui a ouvert ses portes hier, porte de Versailles à Paris. Une émission exceptionnelle, un rendez-vous que la Normandie ne raterait pour rien au monde. 2/3 de nos terres, de notre territoire sont constituées de terres agricoles et la région offre aux consommateurs pas moins de 14 produits AOC, AOP, 8 IGP, 14 labels rouges, une référence, un poids lourd pour les autres régions. Et pour conserver ce rang, l'agriculture normande se modernise aussi. De nouveaux outils ont fleuri ces dernières années, numérique, robotique. Regardez un petit peu cette chose, cela s'appelle un farmboat. C'est un robot en fait qui fait tout seul ou presque. Ce qui pourrait s'apparenter à des petits joujoux sont elles des créatures en passe de bouleverser, de changer pour longtemps les pratiques agricoles. Pour quels résultats, avec quels effets, auprès de quelle culture et de quel public aussi. Bref, comment envisage-t-on maintenant l'agriculture de demain? Ce sont toutes ces questions qu'on a choisi de se poser ce matin ici au Salon de l'Agriculture, qu'on a choisi de vous poser également à vous, invités qui avez accepté de participer à cette émission. Bonjour Rémi Laurent. Bonjour. Merci d'être venu jusqu'ici au Salon de l'Agriculture. Vous êtes en charge de la recherche et de l'innovation à la Chambre régionale d'agriculture de Normandie. Juste en face de vous, il y a Clément Thiolan. Bonjour Clément. Bonjour. Vous êtes agriculteur, vous êtes jeune agriculteur, vous, de Seine-Maritime. Où est-ce que vous êtes installé? Je suis en cours de création du côté de Saint-Valery-en-Caux. Et puis juste en face de vous, il y a Gilles Yévins. Bonjour. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints. Vous êtes élu membre de la Chambre d'agriculture de l'Eure, mais pas seulement. Oui, je suis agriculteur et je préside au sein des chambres d'agriculture de Normandie, donc pour les 5 chambres, l'innovation, la recherche et le développement. Bon, vous êtes les bonnes personnes pour parler de ce qui nous attend au XXIe siècle. Je voudrais, pour illustrer tous ces propos, qu'on regarde ces 2 chiffres. Tout de suite, ça va vous parler, vous allez le voir. Celui de la progression du chiffre d'affaires de la robotique. 3 milliards d'euros en 2015, 70 milliards en 2018. La croissance est énorme et l'on comprend donc. Cela signifie quoi? Que la robotique est désormais indispensable, Gilles Yévins, aujourd'hui, pour faire de l'agriculture? Alors, c'est un outil supplémentaire pour nous permettre de produire des productions alimentaires de qualité. Et c'est un outil. C'est un outil seulement? C'est pas une fin en soi. La robotique, c'est pour nous permettre d'avoir de meilleures conditions de travail, de produire des produits de meilleure qualité et en limitant les effets sur l'environnement. On va en reparler tout au long de cette émission, évidemment. Ce farmboat, il peut paraître peut-être anecdotique, parce qu'il est destiné aux particuliers avant tout. Pour l'instant, pas vraiment adaptable aux grandes cultures. Mais pourquoi vous l'avez amené ici, sur ce salon, Rémi Laurent? Pourquoi faire? Alors d'abord parce qu'effectivement, il est transportable. Donc ça, c'est important. Et aussi, il est illustratif, effectivement, de ce que peut permettre de faire la robotique. C'est une solution que nous utilisons pour sensibiliser les jeunes publics, notamment dans les lycées agricoles, mais pas seulement, à ce que signifie la robotique en agriculture et ce qu'elle peut apporter. Donc c'est plutôt un outil à vocation pédagogique, on va dire, et qui a le mérite effectivement de nous permettre de projeter cet outil facilement dans les lycées agricoles, d'interagir avec des écoles d'ingénieurs en robotique justement, donc en croisant les regards de ces 2 populations, en mobilisant aussi des agronomes. Donc vraiment de mettre tous les acteurs de cette innovation autour de quelque chose qui existe et qui matérialise ce qu'est la robotique et ce qu'elle peut apporter. Et vous avez décidé de le faire découvrir au grand public aussi. Oui, c'est aussi, et le Salon de l'Agriculture est aussi là pour ça, c'est aussi créer ce dialogue et ce lien avec le grand public et montrer ce que peut être l'agriculture ou ce qu'elle pourra être demain aussi avec des nouveaux outils, des nouvelles solutions. Alors au-delà des innovations robotiques, c'est finalement la démarche, les pratiques qui s'en trouvent totalement bouleversées. Regardez, exemple avec l'analyse des terres. Au fur et à mesure des cultures et du temps, en fait, la nature des sols est devenue disparate en fonction des parcelles. Alors pour retrouver une certaine homogénéité, eh bien, des hectares sont scrutés par des ingénieurs. Voyez ce reportage tourné dans le département de l'Eure, signé Maxime Fourier avec Angèle Devecchi. Plusieurs hectares de champs
autour de cette ferme roise. Des champs assemblés au fur et à mesure des décennies, façonnés par de nombreux agriculteurs durant tout le XXe siècle. Les parcelles ont été découpées, recoupées et exploitées de manière très différente. Aujourd'hui, la qualité des sols est disparate. Grâce à des centaines de photos aériennes, des ingénieurs retracent l'histoire de ces terres agricoles. Si on prend cette parcelle ici, on la retrouve ici. Et donc, en 1973, on avait 1, 2, 3, 4, 5, on avait 6 anciennes parcelles. Donc c'est vraiment la forme des parcelles historiques qui fait la forme de nos micro-parcelles d'études. Des études menées pour connaître précisément la composition des sols et adapter les plantations. Fabien Castel est agriculteur près du Neubourg. Il prélève aujourd'hui quelques centaines de grammes de terre dans l'un de ses champs. Là, une fois que l'analyse est finie, là, donc notre travail est terminé, nous, et ça part au laboratoire. Sur les bords de Seine, près de Rouen, les blocs de terre sont ensuite mis entre les mains des scientifiques. Les échantillons viennent d'arriver, donc ils sont mis à sécher à l'air libre. Les blocs de terre sont ensuite tamisés jusqu'à devenir une poudre fine. Une dizaine de jours plus tard, les échantillons sont mélangés à des solutions chimiques. En fonction de la couleur du résultat, les chercheurs pourront déterminer le taux de calcium, d'ammonium ou de nitrate dans la parcelle. On a des automates qui vont mesurer l'intensité de la couleur et traduire cette intensité de couleur en richesse ou en carence dans les éléments qu'on veut analyser dans les parcelles. Fabien Castel a été l'un des premiers paysans normands à s'intéresser à l'agriculture de précision. Dès 2007, il a fait analyser l'ensemble de ses champs par le laboratoire. Les années suivantes, il a pu adapter les traitements à la centaine de grammes près, parcelle par parcelle. Et les résultats sont au rendez-vous. Vous prenez cette parcelle-là prélevée en 2007, vous voyez toutes les zones jaunes et là un petit carré rouge, ça c'est donc ce qui indique qu'on était vraiment limite en niveau teneur pH. Et vous reprenez la même parcelle et reprélevée donc 7 ans après, vous apercevez qu'il n'y a pratiquement plus de jaune. La parcelle rouge elle est devenue verte, donc elle est bien redressée. À ses yeux, l'agriculture de demain sera plus efficace en travaillant main dans la main avec les chercheurs. Fabien a déboursé 100 € pour chaque hectare analysé. Pour lui, l'investissement en vaut la peine. La sensation de bien travailler, donc côté environnemental, mettre la bonne dose d'engrais au bon endroit, et côté économique évidemment. S'il utilise autant de produits phytosanitaires, ils sont aujourd'hui répartis de manière beaucoup plus précise dans ses champs. Mieux semés, mieux cultivés, mieux traités. C'est l'ambition pour les paysans qui ont investi dans l'agriculture de précision. Pour l'heure, seul 1% des terres sont concernées en Normandie. 1% des terres seulement, c'est infime finalement. Contrairement au prix, on l'a entendu, à 100 € par hectare. Est-ce que ça vous parle, vous Clément, ce que vous venez de voir ? Oui, c'est surtout que du fait des analyses, on apporte moins d'intrants. Et du coup, on réduit les charges par hectare. Et on sait aussi mieux voir par la population extérieure, qui ne connaissent pas C'est-à-dire mieux vraiment le voir. métier. C'est-à-dire que vous avez besoin aujourd'hui, clairement, de vous préoccuper de développement durable. C'est indispensable. Vous ne pouvez plus en faire l'économie. C'est ça que vous voulez dire ? C'est même prioritaire à l'économie parce que sans vraiment la population à nos côtés, l'agriculture française ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui. Donc il faut aussi apporter des informations au grand public, quoi. Ça sert aussi à ça justement les innovations pour apporter moins d'intrants, leur expliquer qu'on met de moins en moins de produits sur nos terres et justement c'est dans leur but aussi, quoi. L'agriculture raisonnée. Est-ce que la robotique à outrance, ça vous fait peur ? La robotique, il faut que ça vienne, mais dans un bon sens. Il ne faut pas que ça remplace des ouvriers agricoles. Donc il faut vraiment, il y a le traitement buse par buse, l'analyse de l'azote par photosatellite. Voilà, il y a des choses positives. On voit bien là avec les drones justement qui sont de plus en plus utilisés aujourd'hui. Voilà. C'est positif, mais dans un sens, il ne faut pas remplacer l'être humain, donc que ce soit les conseillers, les agronomes. Il ne faut pas forcément développer trop pour les remplacer par des machines. C'est votre crainte, ça ? Dans les années à venir, d'ici 20-30 ans, je pense que ça pourra arriver. Gilles Vince. Oui, il faut pas oublier que l'agriculture, c'est quand même on utilise le sol, c'est un métier du vivant, et donc tout ne peut pas se modéliser.
On a l'habitude de dire que chaque année est différente, mais c'est particulièrement vrai avec des conditions climatiques, des sols, on l'a vu, hétérogènes, et il faut tout le temps s'adapter. Et la robotique va nous aider, mais les agriculteurs ont besoin d'adapter leurs pratiques et de le faire dans une action durable pour la pérennité de leur exploitation. Rémi Laurent, tout à l'heure, vous disiez justement que le Farmboat, il peut être cet outil pédagogique pour essayer de faire comprendre, peut-être aux plus réticents, que la robotique peut aussi aider. Est-ce qu'aujourd'hui, la robotique, elle plaît aussi aux jeunes qui arrivent dans les lycées agricoles? Comment ils perçoivent cet apport numérique, eux, aujourd'hui? Alors justement, et c'était un des premiers enseignements de cette opération avec les lycées agricoles, c'est que finalement, souvent, les jeunes dans les lycées agricoles craignent que la robotique et le numérique les remplacent dans leur exploitation de demain. Et finalement, le fait qu'on puisse travailler avec eux sur ces outils pédagogiques leur montre que finalement, ça reste des outils. On a besoin d'agronomes pour les paramétrer, qu'on a besoin d'humains. Et donc finalement, ça les rassure aussi. Et ça replace la technologie à sa juste place, qui est effectivement d'aider le responsable de l'exploitation, d'aider le salarié agricole à travailler, mais pas de le remplacer. Alors, tous ces outils, ils servent aussi à récolter des données qui sont mises en commun dans des big data, etc., où elles sont enregistrées, elles sont analysées. Où est-ce qu'elles vont ensuite? Où est-ce qu'elles sont stockées, toutes ces données agricoles liées aux parcelles françaises? Alors, c'est un sujet complexe, mais effectivement qui est un vrai sujet. Aujourd'hui, pour répondre concrètement à la question, elles vont un peu partout. C'est-à-dire que c'est inquiétant, ça, la donnée, alors un peu partout, mais chacune a un endroit bien précis et bien connu. Mais en fait, ça dépend de qui la collecte, de quelle solution, de quel outil, de quel logiciel. Et donc finalement, on retrouve ces données qui, bien que venant d'un même lieu, de l'exploitation d'une parcelle, se retrouvent dans différents outils proposés par des prestataires, par des solutions informatiques. Et donc, effectivement, c'est un vrai sujet pour l'agriculture finalement, que cette donnée soit bien entendu utilisée pour ce pourquoi elle est collectée, mais au-delà, qu'elle puisse servir aussi à d'autres choses, et notamment qu'un agriculteur puisse accéder à l'ensemble des données qui concernent son exploitation. Il n'y a pas de concurrence, il n'y a pas des questions de concurrence aussi déloyales, il n'y a pas... on a le sentiment qu'il pourrait y avoir des soucis de sécurité par rapport à ces données-là. Clément, est-ce que, par exemple, ça vous parle? Est-ce que ça pourrait vous inquiéter, ça? Ce qui m'inquiéterait plus, c'est surtout le rachat de données par d'autres entreprises extérieures. Donc, soit pour être informé de la conduite technique d'une culture, ou par le biais d'entreprises de machinisme qui se disent telle machine a telle performance, faudrait voilà, c'est surtout la concurrence qui pourrait racheter ces données. Après, je ne sais pas si c'est une crainte importante, c'est bien sécurisé quand même. Alors, on a besoin d'être sécurisé sur la donnée en tant qu'agriculteur, et les organisations professionnelles ont bien perçu cette inquiétude et ont élaboré une charte de confiance, notamment avec la FNSEA, pour que tous les opérateurs qui signent cette charte s'engagent à respecter le partage le partage collectif de la valeur ajoutée, pour que les agriculteurs ne soient pas dépendants de cette donnée, mais puissent la valoriser et qu'elle soit utilisée que pourquoi elle est collectée. Oui, mais pas par d'autres aussi. Je pense à des concurrences déloyales, je pense à des vols de données. Ça se fait beaucoup, ça, en ce moment. Est-ce que ça, c'est une crainte pour vous aujourd'hui? Pas en tant que tel, en fait. Je pense que c'est plus la question derrière de la circulation de la donnée de manière non maîtrisée. Mais je pense que c'est important que la donnée circule lorsque cette circulation est maîtrisée et sécurisée. Parce que c'est de l'intérêt de tous, en fait. C'est de la donnée qui peut servir à l'agriculteur, qui peut servir au territoire. Donc cette donnée, c'est bien qu'elle puisse circuler. Après, la question que ça pose, effectivement, c'est les modalités, la maîtrise de cette circulation.
Donc Gilles évoquait effectivement cette charte. Parce que Monsieur Laurent, au vu de l'explosion, je vous coupe, mais au vu de l'explosion du chiffre d'affaires et de la place que prend maintenant la robotique, le numérique dans votre travail, c'est vrai que cette question-là, elle est quand même essentielle. Oui, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, elle est essentielle. On fait tous les ans un séminaire justement pour parler de la data agricole avec des acteurs, des juristes, des technologues, des informaticiens. C'est un vrai sujet et aujourd'hui des solutions sont en cours de construction. Donc Gilles évoquait la charte, on pourrait évoquer aussi une plateforme de partage de données qui s'appelle API Agro, qui est là pour justement mettre à disposition de façon contrôlée, maîtrisée, sécurisée des informations, parce qu'encore une fois il faut pas oublier que ce serait dommage de ne pas profiter de la valeur ajoutée que constitue le croisement de ces informations. La place de la recherche, du développement dans l'agriculture, elle a considérablement évolué. Pourquoi? Parce que la responsabilité aussi de l'agriculteur, dont parlait tout à l'heure un peu Clément, a aussi considérablement évolué, selon vous? Pour parler de la responsabilité de l'agriculteur, je préférais que ce soit un professionnel qui s'exprime. Je crois que tous les deux, vous pouvez le faire, mais allez-y, Monsieur Liévin. Vous pouvez préciser un peu votre question? C'est-à-dire que, en gros, aujourd'hui, la responsabilité de l'agriculteur, elle est considérable en matière de qualité, en matière de sécurité alimentaire. Aujourd'hui, est-ce que vous pouvez vous passer pour sécuriser votre démarche qualité de tous ces objets connectés et numériques? Là encore, ce sont des outils. On travaille aussi sur nos exploitations dans un territoire et on a l'envie et la fierté de travailler des bons produits. Et donc, on a les objets connectés, la traçabilité. C'est une manière de le démontrer à nos voisins, à nos clients, aux consommateurs. C'est une preuve. Mais nous, on la développe pas pour nous, mais plutôt comme un outil pour matérialiser, concrétiser ce travail de qualité que l'on réalise. Tout à l'heure, on parlait d'agriculture raisonnée. C'est vrai que vous disiez, ces outils permettent en fait d'appliquer les intrants au bon endroit, au bon moment. Pour autant, on les utilise toujours, les intrants. Le glyphosate, visiblement, ne sera pas interdit. D'après ce qu'avait dit le président Macron, il le serait. Et en fait, il ne le sera pas dans les années à venir, visiblement. Est-ce que la robotique pourrait aussi s'adapter à ça, à ce besoin d'éradiquer les glyphosates tant demandés par le consommateur? Est-ce qu'on pourrait travailler à ça aujourd'hui ou pas? On y travaille déjà. Il faut savoir que les produits phytosanitaires, ce sont des médicaments et on travaille sur la santé de nos végétaux, sur la santé de nos troupeaux. Et on a besoin d'intrants quand il y a une maladie ou un ravageur qui risque de détériorer la qualité de nos produits. Alors c'est un peu comme les antibiotiques il y a quelque temps, c'est pas automatique. Et il faut regarder s'il y a des solutions alternatives. Alors, et Monsieur Liévin, on voit que l'usage des glyphosates il progresse encore en France. Est-ce que la robotique, est-ce que la domotique, est-ce que tous ces nouveaux outils en fait pourraient pas servir à ce qu'on les utilise moins, si on peut pas les interdire? Alors, indéniablement, la mécanisation, on doit pouvoir les réduire, mais il faut aussi le faire. C'est un équilibre, c'est un compromis. Il y a des pratiques culturelles qui sont aussi négatives sur les gaz à effet de serre, sur l'érosion des sols. Et donc, c'est pas noir ou blanc. Les alternatives au glyphosate aujourd'hui ne sont pas toutes sans effet, sans dégâts collatéraux. Donc il faut équilibrer notre position et pas chercher à être dogmatique sur un produit ou un autre. Souvent, la solution est plus équilibrée qu'il n'y paraît. Et on cherche de toute façon à utiliser le moins possible, ne serait-ce que pour une question économique, à utiliser le moins possible d'intrants. Mais ils sont parfois indispensables. Rémi Laurent. Oui, et en ce sens-là, effectivement, les solutions numériques apportent un élément de réponse, mais qu'un élément de réponse. On l'a vu tout à l'heure dans votre reportage. L'analyse des sols apporte un élément de réponse. Le survol par des drones, l'analyse aussi de données d'images satellites. Donc aujourd'hui, on a tout un éventail de solutions que le numérique, la technologie, l'innovation apportent, qui permet effectivement de réduire l'apport des intrants, de l'apporter au bon endroit, au bon moment, mais ça reste qu'un élément de la solution. Et effectivement, comme Gilles le rappelait, il y a beaucoup d'autres éléments à prendre en compte, et c'est ce qui fait que c'est plus compliqué que juste utiliser le numérique comme baguette magique pour faire en sorte que ça règle tous les problèmes.
Ça ne marchera pas. Clément, faut être sacrément équipé, il faut avoir du bagage aussi pour utiliser tout ce matériel. Faut pas être ingénieur, mais pas loin quelquefois quand même. Hein. Ah bah de toute façon, depuis quelques années, on nous impose un certificato, donc justement pour vraiment savoir comment manipuler les produits. Et sur la comment robotique, vous par exemple, est-ce que vous vous sentez d'aller utiliser un robot comme ça, les logiciels qu'on a vus dans le reportage tout à l'heure ou ceux qu'on a pu voir dans les éditions des journaux, est-ce que vous vous sentez à l'aise, vous, tout simplement, avec ces outils-là? Bah, c'est un peu de ma génération, donc forcément oui. Mais après, quand on en parle à des agriculteurs de 45-50 ans, pour eux c'est tout nouveau. Et Rémi Laurent disait Donc, tout à l'heure que les jeunes qui sont en lycée, ils ne sont pas forcément à fond sur les outils numériques. Hein. Oui, mais ça c'est une adaptation, parce qu'en fait dans le milieu agricole, on reproduit ce que nos parents, nos grands-parents ont fait. Donc dans le milieu agricole, pour vraiment introduire un nouveau système culturel, il faut vraiment démontrer que ça vaut le coup. Sur le SMI Direct, il y a eu des innovations justement sur les semoirs. Ça fait déjà pas mal de temps que ça existe, mais les agriculteurs ont un peu de mal à y aller parce que justement ils ont l'habitude de labourer, ou s'ils ne labourent pas justement de mettre un peu de glyphosate. Donc c'est leur apprendre un nouveau système, quoi. Et ça vous fait pas peur, vous, d'apprendre toutes ces nouvelles techniques, d'utiliser tous ces nouveaux outils? Bah, pas forcément, parce que de toute façon, à mon avis, il faudra bien y venir un jour ou l'autre. Donc c'est une étape à passer. Une fois qu'on l'a passé, c'est comme le GPS. Il y a beaucoup de monde qui n'était pas pour. Et une fois qu'ils ont eu le GPS, justement, la réduction d'intrants vient là-dessus. Et ça se fait tout seul. Hein. Une fois qu'on a l'outil en main, c'est juste une phase d'apprentissage. Est-ce que vous craignez pas qu'il y ait un peu une agriculture aussi à deux vitesses entre ceux qui vont vraiment utiliser cette robotique à grande échelle, avec plusieurs outils numériques, et puis ceux qui sont en ce moment, par exemple, en train de revenir à la permaculture. Voilà. Est-ce que vous craignez pas qu'il y ait un énorme fossé entre ces deux façons ou ces multiples façons de faire de l'agriculture, Gillier Vince? Alors, je crois qu'il n'y aura pas une agriculture à deux vitesses, il y aura une agriculture à X vitesses parce qu'il n'y a plus un modèle qui est émergent comme il existait auparavant. Et on a une diversité des agricultures maintenant. Alors, que ce soit de la commercialisation en circuit court, des nouvelles productions, des modes de production différents entre l'agriculture biologique, de conservation, raisonnée, de précision. Et donc, c'est aussi la force de l'agriculture, notamment en Normandie, c'est de pouvoir avoir sur un territoire l'ensemble de ces facettes. Et c'est aussi un moyen de permettre aux jeunes de s'installer parce qu'ils vont trouver un projet qui leur correspond et qui leur permet de trouver une exploitation qui leur va bien. Est-ce qu'ils feront le même métier aussi, ces cultivateurs sur des grandes parcelles à utiliser du big data, du robotique, du GPS, du drone, et puis celui qui sera sur ces parcelles un peu plus petites avec de la permaculture? Est-ce qu'ils feront le même métier à la fin? Ils font le même métier, hein. Ils nourrissent la population. Donc les moyens sont différents, mais on a la finalité est la même. La même finalité. Rémi Laurent? Moi, je voulais revenir sur ce que vous disiez parce que c'est extrêmement important, le lien avec l'enseignement agricole. Et je pense qu'il ne faut pas le voir comme un enseignement qui subit les choses. Aujourd'hui, le projet FarmBot, il existe parce que justement, les lycées ont répondu présent. Ils ont travaillé dessus. Voilà. Ils sont moteurs. C'est plus que travailler dessus, ils sont moteurs du projet. Et je pense que c'est justement parce qu'ils ont envie véritablement d'être dans ce mouvement, l'adaptation de leurs enseignements. On pourrait évoquer des choses qui sont moins numériques, mais on travaille énormément avec les lycées agricoles aujourd'hui en Normandie. Mais c'est marrant ce que vous dites, parce que vous dites ils ont envie, mais en même temps ils sont un peu réticents, ils se méfient. J'ai parlé des jeunes, ouais. Effectivement, mais pas des lycées agricoles justement. Et on est dans cette logique-là d'accompagnement des enseignants et des lycées qui cherchent comment. Et ces jeunes, une fois qu'ils ont découvert ce qu'était vraiment la robotique, avec quelque chose de réel, parce que c'est dans leur lycée, parce qu'ils travaillent dessus avec. Et là, ils se rendent compte finalement que c'est pas quelque chose d'extraterrestre, c'est finalement simple, ça ne met pas en péril leur métier, au contraire, ça vient l'enrichir. Et juste pour évoquer, effectivement, parce que, encore une fois, il ne faut pas croire que le numérique va régler tous les problèmes, c'est un élément. Mais aujourd'hui, on travaille énormément avec les lycées agricoles, avec des groupements d'intérêt économiques et écologiques, justement, des groupes d'agriculteurs qui travaillent sur l'évolution de leurs pratiques. Et on travaille avec des groupes d'élèves de lycées agricoles qui vont
dans les exploitations, participer aux travaux des agriculteurs pour faire cet aller-retour entre l'enseignement et effectivement de l'agriculture et notamment les nouvelles agricultures. Voilà, c'est ça. Et donc, c'est cette interaction-là qui est essentielle en fait. Il va y avoir de nouveaux métiers aussi, avec toute cette robotique, avec ces nouvelles façons de faire de l'agriculture. Alors, Laurent, des oui ou non? nouvelles façons d'exercer C'est le Gilles Lévin métier. qui l'a dit. Hein. Ouais. Des nouvelles façons d'exercer le métier, certainement. Mais il y a aussi des nouveaux métiers, effectivement, mais qui sont ni de l'agriculture, ni de la robotique. On voit bien qu'effectivement apparaissent quelque part des nouveaux métiers, c'est-à-dire des ingénieurs, des techniciens, qui sont à la fois un peu agronomes, un peu informaticiens. Et donc, mais c'est ce que fait le numérique dans tous les secteurs d'activité, en fait. Hein. Il est un outil, il amène aussi des nouvelles façons de travailler et il crée des nouveaux métiers. L'agriculteur, il faisait déjà pas mal de choses. Maintenant, il faut qu'il soit bon en robotique. Il est aussi entrepreneur parce qu'il vend ses produits. Comment vous l'envisagez, votre métier, dans 50 ans, Clément, par exemple? Pas tout seul. Pas tout seul, ce serait pas possible? Après, en fonction des tailles de structure, peut-être. Mais comme on disait tout à l'heure, donc le métier change, le métier évolue. Faut être aussi technicien, faut savoir manipuler pas mal tout ce qui est informatique, système, voilà, tout ce qui est électronique. Entre deux, on a tout ce qui est le temps comptable, donc ça représente à peu près déjà 20-25% du temps d'agriculteur. Aussi sur la communication, il faudra aussi se lancer, je pense, à mon avis, dans le futur, plutôt se resserrer sur la population locale, justement, soit ouvrir les fermes ou faire des journées portes ouvertes, justement, pour leur montrer ce que peut donner le métier d'agriculteur. Donc là, vous devenez aussi commercial en plus. Voilà, en plus. Casquette de plus. On rajoute une petite couche. Mais voilà, le métier d'agriculteur, c'est plus celui d'avant où on est tout seul dans son coin. Il y a quelqu'un de la famille qui vend les produits sur le marché. C'est vraiment c'est un métier qui rassemble plusieurs métiers. Vous avez 20 secondes chacun pour nous dire comment vous voyez le métier d'agriculteur dans 50 ans. Gilles. 20 secondes. 20 secondes pour le métier d'agriculteur dans 50 ans. Mais je crois qu'il aura évolué, mais il restera ancré dans son territoire et à produire des productions alimentaires et donc indispensables pour la société. Rémi Laurent? Alors moi, je vais dire peut-être de manière un peu provocante que je ne le vois pas. Parce que justement, il est à construire et si on conduit aujourd'hui des travaux d'innovation, de recherche-développement, c'est aussi pour l'aider à se construire en se rappelant que l'innovation, elle est là pour apporter des solutions et pour aider le professionnel effectivement à remplir sa fonction. C'est parce que Rémi Laurent, il aime beaucoup être surpris, c'est pour ça. Ces nouveaux outils, vous pouvez les découvrir ici au Salon de l'Agriculture édition 2019. Justement, pour vous faire votre idée, eh bien, venez arpenter les allées, ce stand de la Normandie, de la Chambre d'agriculture avec ce fameux fartboat ou encore ces kits d'aquaponie mis à disposition. C'est ainsi que s'achève ce dimanche en politique. Mais bien sûr, le 12-13 arrive juste après avec Erwan Dominiac. Je vous souhaite un très bon dimanche sur France 3 Normandie. À bientôt.